Voilà, donc, monsieur le recteur, monsieur le doyen, monsieur l'administrateur, chers collègues, chers étudiants, chers amis, j'ai un collègue québécois qui a l'habitude de dire qu'il vaudrait mieux faire court avec T que de faire court avec S. Alors ici, on est dans un format d'une demi-heure, donc je vais essayer de faire court, mais ça va m'obliger à faire quelques raccourcis. Donc éventuellement, il y a des pointillés dans ma présentation, il faudra peut-être relier certains points, mais je suis sûr que vous allez être créatifs. Et de toute façon, dans la présentation, les liens s'y trouvent, donc si vous êtes un peu curieux et vous voulez poursuivre, eh bien vous trouverez chaque fois les références auxquelles je ferai allusion. Alors, le sujet de la présentation, c'est un sujet très classique. Si vous tapez ce titre, vous allez en retrouver des dizaines, des centaines de fois répétés. Passer du paradigme de l'enseignement à celui de l'apprentissage dans l'enseignement universitaire, dans l'enseignement obligatoire, c'est quelque chose qu'on va trouver très très souvent. Et ce n'est pas une bête idée, puisque au centre de nos préoccupations, c'est bien l'étudiant, mettre l'étudiant au centre. Mais il y a quelques auteurs facétieux, comme celui-ci, par exemple, qui est aussi un auteur québécois, je parle de Clermont-Gauthier et de son équipe, qui ont rajouté par-dessous quelque chose. Les effets néfastes d'un slogan. Et ce collègue québécois est bien connu pour une propension à remettre en cause un certain nombre de perspectives bien établies, et il dit notamment, tout compte fait, il semble plus avisé de poursuivre et de raffiner les pratiques pédagogiques proposées par le paradigme de l'enseignement que d'obéir à une injonction de changement de paradigme pédagogique aussi infondée que hasardeuse. Vous voyez, il retire l'échelle. J'avais commencé en espérant poursuivre dans cette perspective-là. Il dit attention, attention, ce que nous savons sur l'approche et sur l'enseignement, c'est que finalement, si la préoccupation c'est bien l'étudiant, si l'étudiant est au centre, l'enseignant est pour beaucoup dans l'affaire, et finalement, c'est lui qui, pour une bonne part, a la main. Il ne suffit pas d'attendre que les étudiants poussent. Ça ne se fait pas tout seul, nous avons une part importante à l'affaire. C'est ce qui est couvert par l'idée d'enseignement explicite, c'est-à-dire de réflexion sur comment on organise l'enseignement. Ça ne veut pas dire que l'enseignant fait tout, ça ne veut pas dire que l'étudiant ne fait rien et doit juste regarder, comme dans l'enseignement frontal, dans l'enseignement magistral, dans les lectures qu'on peut donner. C'est pas du tout ça, c'est pas du tout plaider pour une approche où l'enseignant cause et l'étudiant avale, c'est réfléchir à une façon de mener nos étudiants, et d'avoir une réflexion sur comment faire pour qu'ils apprennent. Alors, dans le monde francophone, on trouve aussi cet ouvrage qui est assez emblématique. Moi, j'enseigne, mais eux, apprennent-ils? Ça me semble être la bonne question. C'est souvent la question qu'on se pose comme enseignant quand on est dans cette salle et qu'on voit l'auditoire rempli en disant « Ok, moi je cause, je sais à peu près ce que je dis, j'ai réfléchi à ce que j'allais dire, mais eux, qu'est-ce qu'ils vont retenir ?» Je pourrais me poser la question aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vont retenir de ce que je raconte là pour l'instant? Qu'est-ce qu'ils vont attraper? Quel bout de fil vont-ils utiliser? Sur quoi vont-ils tirer? Et où vont-ils aller? Okay, bonne question. Et donc cet auteur, ce collègue, Michel Saint-Onge, qui est aussi un Québécois, donc j'ai essayé de mettre à l'honneur l'autre côté de l'océan, il dit, mais en fait, finalement, très souvent, quand on a une vision un peu sclérosée ou pas très réfléchie de ce qu'on fait quand on est prof et qu'on monte à la tribune et qu'on abreuve les étudiants pendant plusieurs heures, eh bien, il y a un certain nombre de postulats. Je ne vais pas tous vous les lire, mais je pense que vous lisez plus vite que moi. Il se dit, en fait, premier postulat, c'est la matière que j'enseigne est assez intéressante pour capter l'attention des étudiants. Donc, ce que je fais là, c'est intéressant en soi. S'ils ont choisi de faire la psycho, ils sont intéressés a priori par ce que je leur raconte, et en particulier par la branche de la psycho, des sciences de l'éducation, que moi j'enseigne parce que c'est vachement intéressant. Deuxième postulat, les élèves sont capables d'enregistrer, d'intégrer un flot continu d'informations pendant plus de 50 minutes, parfois même 2 heures, 3 heures, parfois une journée, pourquoi pas. Les élèves apprennent en écoutant. Il suffit qu'ils ouvrent leurs oreilles, qu'ils se taisent, et ça marchera. Les élèves sont des auditeurs avertis et habiles à prendre des notes. Les élèves ont des connaissances préalables et le vocabulaire suffisant pour finalement arriver à suivre mes exposés, ce que je leur dis. Les élèves sont capables de diriger seuls leur propre compréhension, digérer aussi, sans doute. Les élèves sont assez sûrs d'eux-mêmes pour dire qu'ils ne comprennent pas. Donc, pas de problème. Quand je suis bien sur mes 2 pieds, je peux dire au prof, il n'y a pas de problème. Monsieur, là, je ne comprends pas bien. Les élèves savent faire ça. Et les élèves peuvent traduire ce qu'ils entendent en action. Donc, quand moi j'ai terminé, on peut les envoyer en stage ou dans la vraie vie, sans passer par la case stage, et ils ont entendu ce qu'il fallait, ils sont prêts à l'emploi. Vous voyez, le genre de postulat, un peu iconoclaste évidemment, mais je pense que quand on commence à donner cours, on peut se dire, est-ce que finalement ces 8 postulats, moi je me suis assis dessus, je les ai écartés, ou bien est-ce que vraiment je suis en train d'utiliser, de mobiliser
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de ces postulats. Si vous répondez oui, je mobilise les 8, il faut se poser des questions. Alors, je ne vais pas vous lire tout ceci, parce que c'est très mal de faire des PowerPoint comme ça. Hein. Mais ce qui est intéressant, la poursuite du texte dit, en fait, on ne peut pas laisser les étudiants responsables seuls, finalement, de leurs apprentissages. Il faut les aider, il faut guider les apprentissages. Et la littérature, en pédagogie, il y a de la littérature scientifique, beaucoup d'enseignants en doutent, mais quand on regarde dans le Learning Center les livres qui se trouvent sur les étagères, il y a de la littérature, et il y a aussi dans ces livres des livres sérieux qui vont donner quelques conseils, qui ne sont pas juste des conseils comme ça, mais qui sont aussi des conseils basés sur des expériences, sur des essais, et parfois des essais à très très grande échelle, sur de la littérature importante. Et donc, ce qui est résumé ici en dessous, et auquel il faudrait faire attention, qui sont peut-être de bons préceptes pour nous, faire le rappel des connaissances antérieures par rapport aux apprentissages nouveaux, présenter les éléments de connaissances nouveaux pour les élèves, organiser les exercices supervisés, faire la correction des erreurs d'apprentissage, faire des exercices autonomes et faire périodiquement la synthèse d'éléments déjà appris, eh bien ça, c'est certainement 6 points qu'on va retrouver dans la littérature pédagogique, à la fois pour l'enseignement obligatoire, mais ça vaut aussi pour les plus de 18 ans, quand ils sont dans l'enseignement supérieur, ce sont des points essentiels. Alors maintenant, la question, évidemment, c'est de se dire, est-ce que nous faisons ça? Est-ce que nous sommes équipés pour faire ça quand je suis dans un amphithéâtre de 300 étudiants, que je donne 30 heures? Est-ce que je fais vraiment tout ça? Est-ce que nous avons l'occasion de donner des feedbacks, de réfléchir, de corriger, etc. Si la réponse est non, c'est sans doute que notre approche n'est pas la plus performante. Et que donc il faudra se dire peut-être bien qu'on peut faire d'autres choses. Alors, cette histoire n'est pas neuve. Ce que je vous raconte est déjà fort ancien. Et Graham Gibbs a déjà dans les années 80, d'autres l'avaient fait aussi à la même époque, mis en évidence ce type d'idée. Et puis, comme Gibbs est très prolifique, maintenant il est très âgé, mais il est très prolifique, il propose 53 idées, vous avez un lien. Ce sont des idées parfois un peu décapantes ou iconoclastes, mais ça vaut le coup d'aller voir. Alors, toutes les 53 ne sont pas encore en ligne parce qu'on les met progressivement en ligne. Il faut lire l'anglais, mais voilà quelques bonnes pistes pour l'enseignement supérieur. Alors, je vous disais, c'est ancien, mais c'est aussi très récent. Et là, j'ai pris un élément d'actualité. Notre collègue de l'université de Gand, Martin Valk, est toujours cher Francky, par exemple à l'UCL, avec un titre qui ne va pas faire plaisir aux étudiants a priori, « Stop teaching, make them work ». Okay, mettons les étudiants au boulot. Finalement, c'est à eux de boulotter. Nous, on est là, on connaît en principe notre matière, donc mettons-les au travail pour qu'ils puissent, en effet, apprendre. Donc, récent. Alors, sur quelle base peut-on continuer la réflexion? Sur qu'est-ce qui nous dit qu'il faut faire plutôt telle chose ou plutôt telle autre? Eh bien, on va trouver une abondante littérature, et certainement qu'une des littératures les plus abondantes et les plus inspirantes, en tout cas pour ce qui me concerne, c'est ce que propose un collègue néo-zélandais, John Hattie, qui parle de visible learning, qui est aussi une approche qui est très, 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 très similaire de celle que j'ai décrite en 6 points tout à l'heure et qu'on évoquait déjà dans les années 80. Donc vous voyez, vieille affaire, des solutions éprouvées, des solutions documentées, mais des solutions qui ne sont peut-être pas assez mises en œuvre dans nos structures universitaires ou d'enseignement supérieur en général. Alors, si vous n'aimez pas lire John Hattie dans le texte, vous lirez sans doute, et vous verrez, ce qui est encore mieux certainement dans quelques mois, ce que nous propose, ce que nous concocte Bruno Delièvre, qui s'est donné comme mission finalement de présenter à travers un MOOC une réflexion autour de ces différentes façons de réfléchir l'enseignement supérieur. Et donc, ce que je vous dis ici, en résumé, en faisant court, vous aurez l'occasion de le pratiquer et de l'exercer à travers cette UMOOC, comme il l'a appelé, l'innovation pédagogique dont vous êtes le héros. On est tous un peu les héros, heureusement pas les zéros, de la pédagogie universitaire. Parfois on est les zéros aussi, mais... Alors, quelques petites réflexions quand même. C'est-à-dire, ok, on a planté le décor, on voit ce qu'on devrait faire. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas exactement ce qu'on devrait faire tous? Pourquoi n'est-on pas tous à la pointe de la mise en œuvre de la pédagogie universitaire? Peut-être parce qu'on a de bonnes excuses. Et mon collègue, tout à l'heure, vous parlera des infrastructures. Alors, je fais une petite entrée en matière sur les infrastructures. Vous voyez qu'en 2000 ans,
On n'a pas fait énormément de progrès, les tables sont en bois, mais il paraît qu'avant, il y avait aussi des supports, etc. Dans les amphithéâtres, on n'a pas fait énormément de progrès, mais au moins il y a 2000 ans, on utilisait les amphithéâtres pour faire du théâtre. Nous, aujourd'hui, on utilise les amphithéâtres pour faire cours. Alors, faire du théâtre ou faire cours, c'est pas tout à fait pareil, même si on peut avoir de très bons showmen, c'est pas tout à fait le même métier. Et les spectateurs n'ont pas tout à fait les mêmes objectifs quand ils viennent au théâtre ou quand ils viennent au cours. Enfin, en principe. Alors, ce que j'essaie de matérialiser ici par mes flèches vertes, c'est que les amphithéâtres, même il y a 2000 ans, ça marchait assez bien pour faire une communication dans le sens de chez moi, de l'estrade, vers chez vous. Et on s'est ingénié à beaucoup améliorer les choses, l'acoustique. Alors l'écran est un peu petit, on pourrait le faire plus grand, etc. On peut travailler pour améliorer la communication dans ce sens-ci. Ça marche pas mal, c'est pour ça que c'est en vert. Entre voisins, la communication est possible, mais elle devient très vite difficile quand on parle de 2 ou 3 voisins plus loin, et de toute façon, le prof en général n'aime pas trop ça, ça fait du bruit dans l'amphithéâtre. Donc l'échange est bien essentiellement dans ce sens-là. Alors, dans l'autre sens, c'est plus compliqué. Si je m'adresse à vous, et puis que vous voulez me répondre, vous pouvez essayer dans un amphithéâtre, ça marche moins bien. En général, le prof peut entendre, le prof a un micro, mais je peux entendre, mais le voisin un peu plus loin, il n'entend pas grand-chose, et donc l'information transite évidemment pas très bien de cette manière-là. Ça veut donc dire que dans cette situation-ci, si on pense qu'il faut faire travailler les étudiants, il y a sans doute beaucoup de façons de les faire travailler, mais la communication, en tout cas, le milieu ne la rend pas facile, et elle privilégie seulement un axe de communication, les autres étant particulièrement difficiles. Vous voyez ici, vous voyez à peine votre voisin, vous devez retourner, travailler avec lui. Si je vous donne un exercice à faire à 2, c'est possible, à 3, ça devient extrêmement complexe. Donc, réfléchir les infrastructures, mon collègue aura l'occasion d'en parler tout à l'heure, et on a quelques idées sur la question, évidemment. Alors, augmenter les interactions en classe, plus que ce que je fais là maintenant, c'est-à-dire je suis bien dans un seul sens, ça peut passer par des systèmes de boîtiers de vote. Ça, c'est ramener l'information. Je vous donne de l'information, vous renvoyez de l'information. Je peux redistribuer l'information, c'est-à-dire ce que vous pensez, quelle est la réponse à laquelle vous souscrivez, quelles sont les erreurs éventuellement. Tout ça, on peut le faire. Alors, les dias sont un peu petites. À gauche, au-dessus, vous avez un amphi de la Sorbonne. Alors, je cherchais une version archaïque où on utilise des papiers de couleur. En fait, c'est une manifestation de chercheurs qui placent un carton rouge par rapport à une réforme. Mais c'est pas grave, c'est ça le principe. Avec peu de moyens, on peut très facilement utiliser un carton rouge, vert, bleu et arriver à donner un avis et avoir une vision globale. Le prof peut avoir une vision globale de ce que pensent les étudiants. Maintenant, on fait évidemment beaucoup mieux. Les ingénieurs étant passés par là, on a des petits boîtiers de vote et on fait même moins cher, en tout cas pour l'institution, en demandant aux étudiants d'utiliser leur smartphone. Ce qui permet de favoriser les échanges et d'avoir finalement, pour le prof, un feedback. Je dis quelque chose, je pose une question, je me rends compte que c'est compris ou que c'est pas compris. Les étudiants aussi ont compris, quand j'ai parlé des réponses qui ont été données, de pourquoi celle-ci était bonne ou pas bonne, que leurs réponses étaient adaptées ou pas adaptées. Donc des solutions qui permettent d'augmenter le travail des étudiants, le travail effectif des étudiants, et dans le travail effectif des étudiants, un retour de l'enseignant sur ce travail. Donc quelques solutions. Augmenter les feedbacks et pouvoir donc fournir de l'information en retour aux étudiants ou favoriser les échanges, eh bien ça peut aussi se faire. Ça a été évoqué par notre doyen, à travers les systèmes tels que Moodle. Et finalement, il y a bien sûr des amphithéâtres, mais il y a aussi toute une série d'autres infrastructures que nous utilisons. Alors Moodle nous permet de déposer de l'information aux étudiants, toujours cette vision, je dépose, l'étudiant peut saisir, il a de l'information, mais Moodle, je ne vais pas développer les fonctionnalités de Moodle, mais permet de faire aussi plein d'autres choses, y compris de l'information entre étudiants, échange entre étudiants, et des retours vers l'enseignant, et puis du retour d'informations vers les étudiants par rapport aux exercices qui sont déposés en ligne. Ça pose évidemment quelques soucis de maîtrise de l'outil, ça pose aussi quelques soucis quand on commence à faire bouger les étudiants, c'est qu'après il faut gérer les interactions. Donc si vous demandez aux étudiants de produire quelque chose, s'ils produisent quelque chose, ils attendent une réponse. Donc en général, la patience des étudiants est assez courte.
il vous envoie un premier message, puis il vous demande pourquoi vous n'avez pas répondu au message, puis un troisième, etc. Donc, à partir du moment où vous avez enclenché le mouvement, il faut bien réfléchir à comment vous allez gérer l'avalanche d'informations qu'il faudra gérer, mais on a des solutions qui nous permettent d'avancer dans cette perspective-là. Et puis, certains vont aller jusqu'à développer d'autres réflexions, c'est de se dire, mais finalement, ce que je suis en train de faire là, c'est pas très intéressant, parce que vous auriez pu me regarder à la télévision, ou lire un livre. Ce qui aurait été intéressant, c'est qu'on en parle, hein, qu'on échange sur ce que je suis en train de vous dire. Et cette idée-là, eh bien, on la retrouve derrière le terme, généralement en français, de classe inversée. C'est de dire, ben, finalement, ce qui est de la communication à sens unique, on peut le faire chez soi, on sera mieux installé que dans un amphithéâtre qui n'est pas l'endroit le plus confortable nécessairement, on peut le faire chez soi, à condition de le faire, et puis, pendant les cours, on peut, si on arrive à bien réfléchir aux possibilités d'échange, on peut utiliser le présentiel pour avoir des échanges réels avec des humains, soit les collègues, soit le prof, et ça, je pense que c'est une réflexion qu'on doit avoir par rapport à nos étudiants en reprise d'études. Les faire venir pour entendre un prof qui parle, il parle peut-être bien, mais c'est peut-être pas nécessaire. On peut réfléchir à la façon de faire cette démarche-là. Par contre, c'est irremplaçable de pouvoir discuter, à travailler ensemble, etc. Et le Learning Center, très certainement, s'inscrit pour une part dans cette perspective-là. C'est pouvoir travailler ensemble, soit entre étudiants, soit en petits groupes avec un enseignant. Si on libère l'enseignant d'une obligation de service, en quelque sorte, à délivrer des messages à sens unique, pour le concentrer sur d'autres perspectives plus intéressantes, où son intelligence sera beaucoup plus utile, eh bien, pourquoi pas en profiter. Donc, interaction hors les murs, en quelque sorte. Bien sûr, il y a une vie à travers les réseaux sociaux. Alors, ce qui nous pose aujourd'hui beaucoup de problèmes comme enseignants, c'est qu'il n'y a pas que Moodle. Nous ne contrôlons pas tout, mais il faut s'y faire. Les enseignants doivent aussi accepter de ne pas tout contrôler. Il y a d'autres réseaux sociaux. Et les étudiants ont parfois du mal à bien comprendre ce qui est un réseau social institutionnel, contrôlé, dont l'information est éventuellement certifiée par l'enseignant, et puis les échanges qu'ils se font entre eux, par ailleurs, sur Facebook ou sur Dieu sait quel autre outil de communication. Donc il y a aussi à pouvoir faire de la critique par rapport aux informations qu'on échange. Est-ce que c'est de l'information officielle? Est-ce que c'est de l'information vérifiée? Est-ce que c'est un on-dit? Donc tout ça, évidemment, suppose que nos étudiants soient équipés pour faire ce genre de choses. Et puis, il y a aussi des lieux. Hein. Alors, ça, c'est un lieu classique, une bibliothèque. Bien sûr, c'est intéressant. On en échange. Bon, on a de l'information, on prend de l'information. Mais généralement, c'est un endroit où on parle peu. Et la réflexion autour du Learning Center, c'est justement de dépasser les rangées de tables où on peut certes aller lire, on peut certes aller travailler, mais c'est extrêmement compliqué de parler à ses voisins, de faire des travaux collectifs. Or, de plus en plus, on demande, en tout cas en sciences humaines, mais je pense que ce n'est pas le seul endroit, on demande d'avoir des interactions avec des collègues, de faire ensemble, parce que faire ensemble, c'est aussi apprendre à faire ensemble et aussi pouvoir, à partir des connaissances des autres, évidemment développer ses propres connaissances, se confronter, argumenter, etc. Mais pour ça, il faut évidemment des espaces. Alors je vous ai pris ici, comme j'avais interdiction de vous montrer des photos du Learning Center, il y avait embargo, c'est ce que m'a dit en tout cas Antoine, je vous ai pris un autre Learning Center, un petit Learning Center, c'est le Rolex Learning Center de l'école polytechnique de Lausanne. Il semble qu'ils aient un peu plus de moyens que l'université de Mons, mais je vous ai mis un tout petit bout. Donc vous avez ici au centre une espèce de cabine de verre dans laquelle on peut aller travailler, discuter avec des collègues, et puis d'autres espaces, et puis il y a des espaces bibliothèques, etc. Et puis il y a des espaces cantines, et on peut imaginer des tas d'autres pistes. Et donc, rendu à ce moment, je dis, mais finalement, si on veut vraiment faire ce que j'évoquais au début, essayer de prendre en compte ces 6 grandes idées, hein, plutôt que de suivre les différents postulats qui sont sans doute pas très, très prometteurs, ça nous pose bien des problèmes de régulation des apprentissages. Les élèves ne poussent pas tout seuls, il ne suffit pas de les laisser respirer à la lumière pour qu'ils apprennent, ou même leur donner une pile d'ouvrages, ou leur conseiller d'aller lire telle ou telle chose. Il faut réfléchir. Et c'est en cela que l'enseignant est essentiel. C'est bien pour ça que mon collègue soulignait la nécessité d'avoir plutôt une réflexion sur l'enseignement que sur l'apprentissage. Il ne voulait pas dire qu'il ne faut pas s'occuper du fait que les étudiants apprennent. Ça veut dire qu'il faut faire attention parce que c'est nous, ça, l'enseignement, c'est nous. Et il faut réfléchir à comment nous le faisons. Il faut planifier, réfléchir, organiser, etc. Et c'est du boulot. Même si, dans certains cas, on a l'impression que l'enseignant a disparu, l'intelligence de l'enseignant, elle est toujours là.
Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est important. Certains collègues ont parfois l'impression, quand ils ne sont pas devant un amphi, on leur a retiré leur existence. C'est un peu l'effet de Johnny Hallyday. Plus j'ai d'étudiants, plus je suis heureux, et plus c'est... alors j'essaie d'avoir beaucoup de... C'est sans doute pas une très bonne idée. Je me souviens d'un collègue lors d'une formation en sciences vétérinaires dans un autre pays où on parle français, juste à côté, qui s'interrogeait sur le fait que les étudiants, ils ne venaient pas au cours. En fait, ils venaient au cours, ils se lamentaient parce que seulement 15 étudiants sur les 150 venaient au cours et ils se relayaient pour prendre des notes et ils échangeaient les notes. Mais son argument pour ne pas donner les notes, c'était il faut que les étudiants viennent au cours, c'est important. Et dans quelle curieuse perspective on était. Moi, je suis assez content si je ne dois pas venir donner cours, si les étudiants pouvaient se satisfaire de notes, ce serait plutôt avantageux. On pourrait faire d'autres choses, on pourrait réfléchir ensemble, on pourrait avancer, etc. Donc, est-ce que je me définis comme quelqu'un qui parle devant d'autres? C'est quelque chose qui m'arrive. Oui, mais ce n'est pas ça notre essence à nous d'enseignants, je crois, dans le supérieur. Autre aspect qui est important et qu'il ne faut pas rater, et que nous ne faisons peut-être pas bien tous les jours, c'est de réfléchir à la coordination des apprentissages, au sens, quand mon cours est dans un programme, pour à peu près tous les enseignants, on a l'impression de leur arracher le cœur si le cours disparaît du programme. Oui. Le cours, il est dans le programme parce qu'il a un sens par rapport à l'ensemble du programme. Et c'est dans ce sens-là qu'un cours devrait être réfléchi. C'est dans une perspective non pas d'un cours, mais d'un programme. Et ça, évidemment, ça suppose que les enseignants investissent dans un travail collectif. Oui, les enseignants devraient investir dans un travail collectif, ça veut dire qu'il faut penser le programme, sortir de son cours et pouvoir discuter avec ses collègues. Je pense qu'à l'université, on a de la chance, il y a des structures qui poussent à faire cela. C'est un peu... L'université est une sorte de coopérative. Les facultés réfléchissent, ont des commissions de programme. On est sans doute, de ce point de vue-là, mieux lotis que dans l'enseignement obligatoire, à certains égards, où finalement, les programmes sont déposés et chacun reçoit en fait sa tranche de pain et sait ce qu'il devrait donner. Et peut-être que cette réflexion, elle est moins poussée à l'université. Je pense qu'on a cette possibilité, il faut s'en saisir, il faut la garder, et il faut certainement augmenter cette perspective d'approche programme plus que d'approche cours. Alors évidemment, les rabat-joie me diront, on est dans une situation pas facile. On a une situation de massification, on a de plus en plus d'étudiants et pas plus d'enseignants, et donc il faut aussi faire avec. Et quand j'évoquais tout à l'heure la technologie nous aide, mais elle nous crée aussi de nouvelles servitudes. Et donc, quand nous lançons des cours en ligne, il faut se dire, mais est-ce que j'ai les moyens de, finalement, suivre? Si je demande aux étudiants de m'envoyer plein d'infos, qu'est-ce que je fais avec ces infos? Alors certains malins se disent, mais je peux les faire travailler entre eux, ils peuvent autocorriger, ils peuvent corriger, évaluer. Alors non seulement ça m'évite du travail, mais en plus c'est des nouvelles perspectives, c'est de nouvelles compétences. Évaluer le travail de mes collègues, donner un feedback sur quelque chose, c'est aussi montrer que j'ai compris ce quelque chose. C'est quelque chose que, dans mon service, nous faisons, par exemple, dans un TP. Alors, on a des TP en psycho, on peut être très nombreux, en amphi. Eh bien, travailler sur la préparation d'une enquête, par exemple, ça peut en effet se faire à travers des cours théoriques, à travers des mises en pratique, mais aussi des échanges. Demander à des collègues de donner un feedback sur le questionnaire que j'ai proposé, ou sur la méthode d'enquête, et justifier, eh bien, c'est sans doute aussi une façon d'augmenter nos propres apprentissages, nos propres compétences. Donc, la massification, c'est vrai, c'est pas sans ennui, hein, je pense qu'on le reconnaît, et que tous les recteurs demandent évidemment, à juste titre, plus de moyens pour les universités, je pense que c'est très légitime, mais certains outils nous permettent néanmoins de continuer à développer certaines stratégies intéressantes. Et puis évidemment, il y a un gros point, c'est qu'il faut réfléchir à la formation des enseignants du supérieur. Nous sommes à l'université, aujourd'hui, encore le seul niveau, il n'y a pas de titre pédagogique obligatoire. Bon, ça fait partie des choses qui sont un peu étranges. Alors c'est un peu étrange en Belgique, c'est pas vrai partout. Hein, donc en Belgique c'est comme ça, et c'est pas vrai non plus dans toutes les universités, puisque au sein de notre institution, en tout cas pour ce qui concerne le début de carrière, il y a une obligation de formation des assistants. On commence par une formation certes modeste, mais qui leur permet d'avoir les rudiments, les bases pour pouvoir interagir avec des étudiants. Il faut se rappeler qu'un assistant, c'est en général un assistant qui a réussi, un étudiant qui a réussi. C'est-à-dire que c'est peut-être très compliqué pour lui de se remettre après le mois de juin, au mois de septembre, à expliquer à des plus jeunes que lui, qui ne sont pas forcément toujours très bons ou très intéressés, des choses qui lui semblent tout à fait naturelles, faisables, faciles, etc. Donc cette idée de formation pédagogique qu'on a développée ici à l'UMONS, et qui sans doute devra être amplifiée dans la perspective d'amélioration de l'enseignement, eh bien, c'est quelque chose qui est essentiel si on veut pouvoir aussi améliorer notre façon de faire.
Alors, un changement de paradigme, je l'évoquais tout à l'heure, c'est aussi un changement d'esprit. Alors j'ai mis quelques phrases avec des guillemets en me disant, moi, si je me parlais à moi-même, voilà un peu comment je traduirais les choses. Bah, il est possible d'améliorer les choses et je peux y contribuer. Je me dis, si chaque enseignant à l'université peut se dire ça, ok, c'est pas simple, mais je peux améliorer certaines choses, ça veut dire ce que nous faisons n'est pas parfait. À partir du moment où je pense que ce que je fais est absolument parfait, plus d'amélioration possible, c'est très bien, je ne m'interroge plus, c'est les étudiants qui ne comprennent pas parce qu'ils ne travaillent pas, ou parce qu'ils sont moins intelligents qu'avant, etc. Si je suis dans une vraie perspective de changement, il faut que j'accepte que c'est pas parfait, mais je peux contribuer au changement. Alors, deuxième point, les enseignants devraient éviter d'avoir l'impression d'être tout-puissants. Je n'ai pas un accès direct à tous les paramètres. En fait, je peux faire certaines choses, je ne peux pas changer les gens. Si je pense que mes étudiants sont très bêtes, ça ne va pas m'aider, et eux non plus. Et je ne vais pas les changer. Par contre, je peux en effet me poser un certain nombre de questions sur comment faire par rapport aux objectifs, aux constats que je fais. On n'atteint pas ce que je voudrais bien qu'on atteigne, et se demander comment on peut faire cela, et réfléchir aux conditions qui vont faciliter la réussite ou l'atteinte des objectifs. S'intéresser aux étudiants et aux apprentissages, ce n'est pas abandonner les élèves à des apprentissages naturels. On a parfois tendance, les tenants d'une approche socio-constructiviste ou constructiviste disent souvent, bah oui, mais dans la vie, on apprend par confrontation. Oui, c'est vrai, mais comme le disent d'autres collègues, certes, si on se laisse faire, on apprendra des choses naturellement. On apprend à marcher de façon naturelle, on apprend à parler, c'est possible, il n'y a pas besoin de suivre des cours nécessairement. Si on est équipé normalement, on peut arriver par imitation, on peut y arriver. Mais on n'apprend pas à lire tout seul, nécessairement, sans encombre. On n'apprend pas à faire des maths, on n'apprend pas un certain nombre de choses. Donc il faut sans doute distinguer certains apprentissages qui sont possibles de façon naturelle, par imitation, etc., ou par simplement le fait qu'on mature, et puis des apprentissages, et les apprentissages formels que nous faisons à l'université ne sont pas naturels. Et donc on a du boulot, on a à réfléchir sur la manière de faire accéder à ces connaissances. Et puis, je pense qu'il y a une question, alors ça marche assez bien quand on fait de la formation, les ingénieurs sont assez réceptifs à cette idée, les médecins aussi. C'est sans doute pour ça que la pédagogie universitaire se développe, en particulier dans ces deux secteurs-là. C'est des gens assez pragmatiques. Ils disent, si on sait des choses et que ça marche, on aurait intérêt à le faire. Dans d'autres domaines, et on n'est sans doute pas exempt de cela, c'est de se dire, ok, oui, mais bon, moi je préfère faire autre chose, c'est quand même notre droit, on peut penser que, oui, mais ça c'est, ok. Si on a cette perspective-là, on ne progressera pas beaucoup, donc se dire, ok, on a un certain nombre de choses qui marchent, essayons plutôt ces choses qui marchent, soyons un peu pragmatiques parfois, même si on pourrait dire qu'on pourrait faire d'autres choses aussi, mais pourquoi pas essayer ce genre de choses, et donc si on veut avancer, eh bien, il faut aussi s'informer sur ce que font les autres, et les éléments de preuve qu'on a sur le fonctionnement plus ou moins efficace de certaines méthodes. Et donc, je terminerai par cette dia-là, c'est-à-dire, ben, les enseignants, ils ont aussi besoin d'aide. Et je pense que la pédagogie, ça rime avec modestie, et se dire, ben, finalement, nous aussi, on a besoin d'aide comme enseignants. On a besoin de feedback. Si c'est vrai pour les étudiants qui apprennent, c'est aussi vrai pour nous, enseignants. J'ai besoin, en cours de route, de feedback. Si vous vous levez tous et allez boire un verre pendant que je suis en train de parler, je dis, ok, ce que je raconte ne les intéresse pas vraiment, il faut que je fasse autre chose. Okay, donc j'ai besoin d'informations comme ça. Si je vois que vous baillez, vous prenez votre GSM, ou au contraire, vous posez des questions, ça me donne toute une série d'informations. J'ai besoin de ça à la sortie. Alors, j'ai des feedbacks, évidemment. Je pose des questions, je note vos copies, j'ai des informations. Mais bon, ce n'est pas forcément les seules informations qu'on peut avoir. Et des informations du type évaluation pédagogique, par exemple, c'est aussi des feedbacks qui sont utiles pour les enseignants. Une fois qu'on a passé la première appréhension, on se dit, de toute façon, c'est toujours ceux qui ne m'aiment pas qui vont dire qu'ils ne m'aiment pas. Eh bien, quand on va regarder les évaluations pédagogiques faites par les étudiants, on se rend compte que ce n'est pas ça. Les étudiants ne se vengent pas des enseignants. Il y en a toujours bien un ou l'autre qui peut dire des choses désagréables, mais en moyenne, quand on regarde, c'est pas bourré d'insultes, c'est pas bourré de remarques désagréables, c'est plutôt rempli d'informations qui disent à l'enseignant, bah, ce serait bien de faire ça, ou c'est bien que vous ayez fait ça. Et donc, ce sont des informations qui sont, la plupart du temps, certainement à 95%, des informations qui peuvent être utiles. Alors, il y a des informations qu'on ne comprend pas toujours, parce que les étudiants ne s'expriment pas toujours très clairement. On a parfois un mot, on se dit, ok, qu'est-ce que je dois faire avec ça? Mais globalement, ce sont des feedbacks, c'est utile. Alors, si on y réfléchit bien, on ne leur donne parfois pas beaucoup plus de feedback, et ils n'en demandent pas davantage. Quand on met un 16 sur 20, on a peu d'étudiants qui viennent vous demander « Monsieur, je pourrais faire une visite de copie, est-ce que vous pourriez m'expliquer où sont partis les 4 points que je n'ai pas eus? Qu'est-ce que je n'ai pas vraiment compris? Est-ce que vous pourriez... » En général, on voit les étudiants qui sont autour du 9-10, qui se disent « Bon, bah, je peux toujours tenter le coup, il y a peut-être bien un point à reprendre. »
hein, et si j'arrive à négocier le truc, ça marchera. Mais je caricature évidemment nos pauvres étudiants, hein, mais on est quand même dans une perspective qui est parfois plus un intérêt pour la réussite que pour l'apprentissage. Ça, c'est aussi quelque chose qui est difficile parfois à vivre. On a besoin d'écoute. Je pense que les enseignants, ils ont un public très souvent, mais ils n'ont pas forcément une oreille de collègue. Et c'est pas toujours de bon ton d'aller dire à son collègue « Écoute, je viens donner cours, ça n'a pas marché du tout ». Donc c'est pas du tout évident, ce genre de démarche. Ils ont besoin de formation, je l'ai évoqué. Et puis ils ont besoin d'infrastructures. Hein. Tous ces points, on va les rencontrer à travers, à la fois en termes d'infrastructures, notamment avec le Learning Center, en termes d'écoute, de formation, on va aussi rencontrer cela à travers la cellule facultaire de pédagogie universitaire de sa faculté ou du service d'appui pédagogique. Et donc il ne faut pas avoir peur d'aller frapper à la porte de ces différents services qui ne sont pas des services hiérarchiques. Donc il faut aussi réfléchir à cette perspective-là. Évidemment, pour oser dire que ça ne va pas, il ne faut pas être dans une situation où si j'ouvre la bouche pour dire ça, immédiatement après, quelqu'un me dira « Ah ben, ta promotion, tu peux t'asseoir dessus, ce ne sera pas pour maintenant, tu feras mieux, et attends un peu, ça va aller. » Voilà. Quelques réflexions, pour rester dans mon timing ou à peu près, je vais en rester là, et je vais céder la place donc à mon collègue, M. Paclin, qui lui va aborder, je pense, le problème sous l'angle des infrastructures. J'ai évoqué à quelques reprises la nécessité de bénéficier d'infrastructures dans une perspective particulière. Ce n'est pas juste pour le plaisir d'avoir des infrastructures, c'est parce qu'il est nécessaire d'avoir ces infrastructures dans une perspective particulière. Je vous remercie.